À Lagos, tout s'achète, même le mariage du siècle. Mais Ismaël a oublié que son père n'était qu'un pion dans ma partie d'échecs. Le quartier de Banana Island à Lagos était bouclé. Une flotte de Rolls-Royce et de Bentley bloquait les accès à la propriété des Okonkwo. Sous une tente de cristal climatisée de la taille d'un stade, 2000 invités, la crème de l'Afrique de l'Ouest, s'agitaient dans un froufrou de soie et de dentelles coûteuses. L'odeur du jollof rice royal et du parfum des niches flottait dans l'air, saturée par la musique d'une star de l'Afrobeats payée $1 million pour la soirée. Je m'appelle Adesoa. Je me tenais au sommet de l'escalier monumental, vêtue d'une robe de mariée traditionnelle nigériane, sculptée dans une soie rouge rubis, brodée de milliers de perles de corail véritables. Mon cou, mes bras et mes chevilles étaient chargés d'or massif. J'étais la mariée, et l'homme qui m'attendait en bas n'était pas un jeune héritier, mais Chief Otunba, 65 ans, l'un des hommes les plus riches et les plus craints du pays. La foule hurlait de joie, les billets de $100 pleuvaient littéralement sur le passage des danseurs. Ismaël, mon ex-fiancé et fils biologique du Chief Otunba, me regardait depuis le premier rang, le visage décomposé par la rage et le désir. Il pensait que j'étais là pour son argent, il ne savait pas que j'étais là pour ses fondations. Chaque regard que j'échangeais avec le vieux chiffre était une décharge électrique. Il pensait avoir conquis la plus belle femme du Nigeria. Il ignorait que chaque caresse que je lui autorisais était un clou supplémentaire dans le cercueil de son empire. Je caressais la bague de mariage imposante à mon doigt. Ce n'était pas un bijou, c'était une arme. Sous les yeux de 2000 témoins, j'allais prêter serment à l'homme qui avait détruit la vie de ma mère 20 ans plus tôt. Le luxe de ce mariage n'était que le décor d'une exécution publique. Et personne, surtout pas mon nouveau mari, ne verrait le coup venir avant qu'il ne soit trop tard. 20 ans plus tôt, ma mère était une reine à Abidjan. Elle possédait une chaîne de boutiques de luxe au plateau. Jusqu'à ce que Tunba, alors jeune loup de la finance en quête d'expansion, ne la séduise pour mieux absorber ses actifs et la rejeter dans la misère, enceinte et humiliée. J'ai grandi dans l'ombre de cette trahison, dans un petit appartement d'Adjamé, écoutant les récits de la gloire passée de ma mère alors qu'elle s'échinait à nous nourrir. Mais j'avais hérité de sa beauté et de l'intelligence glaciale de mon géniteur. Je me suis construite une identité de femme d'affaires internationale entre Abidjan, Nairobi et Lagos. J'ai appris à parler le langage du luxe, à porter la haute couture comme une seconde peau et à saturer les réseaux sociaux de mon image mystérieuse. Mon entrée dans le cercle de Tunba s'est faite par son fils, Ismaël, un prédateur facile, attiré par tout ce qui brille. Je l'ai séduit dans un club privé de Victoria Island, jouant la femme inaccessible et fatale. La tension sexuelle entre nous est devenue le moteur de mon infiltration. Il m'a présenté à son père lors d'un gala de charité à Abuja. « Père, je te présente Adesua, c'est la femme dont je t'ai parlé », avait dit Ismaël, fier de sa conquête. Otunba m'avait regardé, et j'avais vu dans ses yeux vieux et rusés le même éclair de convoitise qu'il avait eu pour ma mère. Il ne m'a pas reconnue. Pour lui, je n'étais qu'une nouvelle proie, plus jeune, plus fraîche, plus luxueuse. J'ai commencé à jouer un double jeu dangereux. Je maintenais Ismaël dans un état de frustration érotique permanente, tout en distillant mon venin dans l'esprit du chiffre. Je faisais en sorte que Tunba me surprenne dans des tenues suggestives. Je lui parlais d'affaires avec une perspicacité qui le fascinait. Le luxe était mon terrain de chasse. Je l'ai poussé à évincer son propre fils pour m'avoir. Le triangle amoureux est devenu une guerre de pouvoir au sein d'un palais de marbre. Quand Otunba m'a demandé en mariage, offrant un contrat de mariage qui me donnait accès à ses secrets les plus sombres, j'ai su que le piège s'était refermé. Ismaël n'était plus qu'un spectateur impuissant de sa propre déchéance. Le mariage traditionnel à Lagos était le sommet de cette manipulation. Otunba voulait montrer au monde qu'il était encore le lion dominant. Il avait invité ses rivaux de Luanda, ses partenaires de Johannesburg et même des dignitaires de Nairobi. La tente de cristal était une démonstration de force brute. Des serveurs en uniforme traditionnel circulaient avec des plateaux d'or, distribuant des cadeaux de luxe aux invités. La tension dans la pièce était palpable. Ismaël, ivre de douleur et de jalousie, s'était rapproché de moi pendant que le chief saluait un ministre. « Tu fais une erreur, Adesoa. Il est vieux. Je peux te donner tout ce qu'il a, et plus encore, » murmura-t-il, son souffle sentant le cognac de luxe contre mon oreille. « Ton père a déjà signé les documents, Ismaël. Toi, tu n'as que des promesses. » répondis-je, un sourire cruel aux lèvres, tout en ajustant mon collier de corail qui me serrait la gorge comme une promesse de vengeance. La cérémonie commença. Devant les 2000 invités, nous avons bu dans la même coupe d'argent. Le chief Otunba me tenait la main, ses doigts noués et bagués pressant ma peau d'ébène. Le contraste entre sa vieillesse et ma jeunesse insolente était le sujet de tous les murmures. Les femmes de la haute société de Lagos me regardaient avec un mélange de haine et d'admiration. J'étais devenue la femme la plus puissante de la ville, en un seul oui. Alors que nous dansions notre première danse sous une pluie de confettis en or, Otunba me serra contre lui. « Tu es à moi maintenant, Adesoa. Tout
ce que je possède est à toi. Je sais, Otumba, je sais exactement tout ce que tu possèdes, répondis-je. À ce moment précis, mon assistant, resté dans l'ombre à Abidjan, lançait l'offensive financière. Les preuves des fraudes massives d'Otumba, accumulées pendant nos mois de romance, commençaient à fuiter vers les autorités internationales. Alors que le champagne coulait à flot à Banana Island, l'empire Okonko commençait à brûler par les bords. Le mariage n'était pas le début d'une vie commune, c'était le début de sa fin. Et alors que je l'embrassais devant la foule en délire, j'avais le goût de la victoire sur les lèvres, le goût amer et sucré du sang des traîtres. La fête s'éteignait lentement à Banana Island. Les 2000 invités s'évaporaient dans leur berline de luxe, laissant derrière eux une traînée de confettis dorés et de bouteilles vides. La suite nuptiale du manoir Okonko était un sanctuaire de décadence. Des murs tendus de soie sauvage, un lit king-size recouvert de fourrure de vison blanc et une vue imprenable sur les lumières de la lagune de Lagos. L'air était saturé du parfum de lys blanc et de l'encens coûteux rapporté d'Oman. Chief Otumba entra, retirant sa lourde tunique de cérémonie. Il semblait soudainement plus vieux, plus fragile, malgré les millions qu'il pesait. Je me tenais devant le miroir géant, retirant mes bijoux en corail l'un après l'autre. Le cliquetis des perles sur la coiffeuse en marbre sonnait comme le décompte d'une bombe. La tension sexuelle qu'il avait nourrie toute la soirée s'était transformée en une attente impatiente. « Tu es magnifique, Adessoa », murmura-t-il, s'approchant pour poser ses mains sur mes épaules dénudées. J'ai attendu ce moment depuis que je t'ai vue à Abuja. Je sentis sa peau sèche contre la mienne. Un frisson de dégoût me parcourut, mais je le masquais par un sourire langoureux. Je me retournai, mes yeux de biche plongeant dans les siens. Sais-tu ce qui me rend vraiment heureuse, Otumba? Ce n'est pas l'or, ni cette villa. Quoi donc? Demanda-t-il, fasciné par mon calme. C'est la justice. Je sortis mon téléphone de luxe de ma pochette en soie. L'écran affichait les notifications de Bloomberg et du Daily Graphic de Nairobi. Les titres défilaient. Okonko Holdings, saisie massive des actifs à Abidjan et Lagos. Ses yeux s'agrandirent, son visage devint gris, une teinte de cendre sous la lumière tamisée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il, ses mains tremblant contre mon bras. « C'est ma dot, Otumba. J'ai partagé ton lit, j'ai écouté tes secrets d'affaires pendant que tu pensais me séduire. J'ai envoyé chaque contrat frauduleux, chaque preuve de blanchiment à Abidjan. Ma mère s'appelait Mariam Diop. Tu te souviens d'elle? La femme dont tu as volé les boutiques avant de l'abandonner dans la rue. » Le silence qui suivit fut tranchant comme un rasoir. Le lion de Lagos venait de réaliser qu'il n'avait pas épousé une muse, mais une exécuteuse. Le luxe de cette chambre, les draps de soie, les fleurs, tout cela n'était plus qu'un linceul doré pour sa réputation. À cet instant, on frappa violemment à la porte. Ismaël entra, le visage déformé par l'alcool et la panique. « Père, les comptes sont gelés, la police est au portail. » Le mariage du siècle venait de se transformer en naufrage en direct. La suite royale devint le quartier général d'une armée en déroute. Otumba, effondré sur le vison blanc, ne parvenait plus à respirer. Ismaël, lui, se rua vers moi, me saisissant par la gorge. La tension sexuelle entre nous, ce mélange de désir et de haine, explosa en une violence brute. « C'était toi, depuis le début! Tu nous as détruits pour une vieille histoire de boutique ?» hurla-t-il, ses yeux injectés de sang. « Une vieille histoire ?» crachai-je, le repoussant avec une force née de 20 ans de rancœur. « C'était ma vie, c'était sa vie. Vous avez bâti cet empire sur le sang et les larmes des gens comme nous. Aujourd'hui, l'empire revient à sa propriétaire légitime. » Dehors, les gyrophares des unités d'élite de la police nigérienne balayaient les façades de verre du manoir. Les domestiques s'enfuyaient, par les sorties de service, emportant ce qu'ils pouvaient. Le luxe est un navire qui sombre vite. Dès que les rats sentent l'eau, ils désertent. Je descendis au grand salon, Ismaël sur mes talons. Le décor de la fête était encore là, la tente de cristal, les fleurs, mais c'était désormais une scène de crime. Les officiers entrèrent, leurs bottes de cuir foulant les tapis de soie importés d'Iran. Les invités prestigieux, ceux qui étaient restés pour les derniers verres, se cachaient le visage pour éviter les caméras des journalistes qui avaient déjà escaladé les murs de Banana Island. « Adesua, Sistepète, on peut s'arranger ?» supplia Ismaël, changeant soudainement de tactique, essayant de retrouver son charme de prédateur. Il s'approcha de moi, frôlant ma joue de sa main. On s'enfuit ensemble. J'ai des comptes à Johannesburg que personne ne connaît. Oublie mon père, on peut recommencer. Je ris, un son clair et méprisant qui résonna sous les hauts plafonds. Ismaël, tu ne comprends toujours pas. Je ne veux pas de ton argent de poche à Johannesburg. Je possède déjà ta holding. En signant ce contrat de mariage cet après-midi, ton père m'a transféré les pleins pouvoirs en cas de vacances de poste. Et puisque le chief va passer le reste de ses jours derrière les barreaux, je suis la nouvelle présidente. Je fis signe aux officiers. Mbele, le chief pour fraude et le fils pour complicité de détournement.
Tout est dans le dossier que j'ai remis au procureur d'Abidjan. Ismaël fut plaqué au sol, ses vêtements de designer déchirés, son visage contre le marbre qu'il pensait posséder pour toujours. En passant devant lui pour sortir, je ne ressentis aucune pitié, juste le froid intense du succès. Je sortis sur le perron du manoir. La nuit de Lagos était chaude, chargée de l'humidité de la lagune. La foule des curieux était immense, contenue par des barrières. Les caméras du monde entier étaient braquées sur moi. J'étais toujours vêtue de ma robe de mariée rouge sang, chargée d'or et de corail. Je ressemblais à une déesse de la guerre victorieuse. Une berline noire m'attendait. Mon chauffeur m'ouvrit la porte. Avant de monter, je me retournai vers le manoir Okonko. Les lumières s'éteignaient une à une. Le luxe s'évaporait pour laisser place à la poussière. Ma mère m'attendait à l'intérieur de la voiture. Elle n'était plus la femme fatiguée d'Adjamé. Elle portait une robe de soie d'une élégance absolue, ses yeux brillants d'une fierté retrouvée. « C'est fini, Adessoa ?» demanda-t-elle doucement. « Non, maman, ça commence seulement. » Nous traversâmes Lagos à toute allure, direction l'aéroport privé. Notre jet nous attendait pour nous ramener à Abidjan. Pendant le vol, je regardais les documents. J'étais désormais à la tête d'un empire qui s'étendait de la Côte d'Ivoire au Nigeria, en passant par l'Angola. Le luxe n'était plus un appât, c'était mon outil de travail. Le lendemain matin, je me tenais sur le balcon d'un penthouse au plateau, à Abidjan. La ville s'éveillait à mes pieds. J'avais racheté les anciennes boutiques de ma mère et j'allais en faire le centre de mon nouvel empire. Les journaux titraient déjà « L'ascension fulgurante de la reine d'ébène, comment Adessoa Okonko a renversé un empire ». J'avais utilisé le sexe, le luxe et la trahison pour guérir une blessure vieille de 20 ans. On dit que le mariage est un lien sacré, mais pour moi, ce fut un contrat de libération. En regardant l'horizon, je savais que mon nom ferait désormais trembler les conseils d'administration de tout le continent. Le luxe est une drogue pour certains, une cage pour d'autres. Pour moi, c'était le prix de la justice. Je bus mon café en regardant le soleil se lever sur la lagune et briller, sentant le poids de l'or à mon cou. Je n'étais plus la fille d'une servante. J'étais la femme qui avait appris à l'Afrique que la beauté peut être une lame, et que le karma, quand il porte de la haute couture, ne rate jamais sa cible. Une semaine après le chaos de Banana Island, le centre financier de Sandton à Johannesburg accueillait une réunion d'urgence des actionnaires de la holding. Je n'étais plus la mariée en rouge rubis. J'étais une femme d'affaires en tailleur de soie gris anthracite, les cheveux lissés vers l'arrière, dégageant une autorité glaciale. La salle de conférence, perchée au 40e étage d'un gratte-ciel de verre, offrait une vue imprenable sur la ville dorée. Autour de la table en bois précieux, 30 hommes, les plus puissants du continent, m'observaient avec un mélange de terreur et de fascination. « Madame Okonko, ou devrais-je dire Mademoiselle Diop ?» commença l'un des investisseurs angolais, sa voix trahissant son malaise. « Les actifs du chief sont gelés, sa réputation est en lambeaux. Pourquoi devrions-nous vous confier les rênes de l'Empire ?» Je posai mon sac de luxe sur la table, un geste lent, délibéré. Je sortis une tablette affichant les nouveaux contrats d'exclusivité que j'avais déjà négociés avec les ports de Libreville et de Brazzaville. « Vous devriez me faire confiance car je suis la seule raison pour laquelle cet empire ne s'est pas encore totalement effondré, » répondis-je, ma voix résonnant dans le silence de la pièce. Chief Otunba gérait cet empire par la peur et la corruption. Moi, je le gère par la compétence et la légitimité. J'ai déjà sécurisé les lignes de crédit que vous pensiez perdues. Le luxe n'était plus un décor, c'était ma monnaie d'échange. J'avais passé des années à étudier leurs faiblesses pendant qu'ils ne voyaient en moi qu'un ornement sexy. Aujourd'hui, la tension dans la pièce était palpable, une électricité de pouvoir pur. J'ai vu l'un après l'autre les lions de la finance baisser les yeux. Ils comprenaient que le changement de régime était définitif. La fille d'Abidjan avait conquis Lagos, et maintenant elle régnait sur Sandton. En sortant de la réunion, entourée de mes nouveaux gardes de corps, je sentis le vent froid des hauteurs de Johannesburg sur mon visage. J'étais la nouvelle propriétaire de leur destin, et le luxe de ma position n'avait d'égal que la solitude de mon sommet. Avant de retourner définitivement à Abidjan pour mon couronnement, je fis un dernier crochet par la prison de haute sécurité de Lagos. Je voulais voir ce qu'il restait de mes prédateurs. Le contraste était violent. L'odeur de la sueur, du désinfectant bon marché et de la misère remplaçait celle des lys blancs et du champagne millésimé. Je vis Ismaël à travers la vitre blindée. Il n'avait plus son aura de prince de Banana Island. Ses traits étaient tirés. Sa peau d'ébène, autrefois luisante, paraissait terne sous la lumière crue des néons. Il me regarda avec une haine qui aurait pu consumer la pièce. « Tu penses avoir gagné, Adessoa ?» cracha-t-il dans l'interphone. « Tu n'es qu'une voleuse avec un plus beau costume. »« Non, Ismaël, » répondis-je calmement. « Je suis la justice que tu as oublié de prendre en compte dans tes calculs. Ton père a volé l'avenir de ma mère. J'ai simplement récupéré les intérêts. »« Tu es seul !» hurla-t-il, frappant la vitre. « Personne ne t'aimera jamais pour toi-même. Ils aimeront tous ton argent, comme tu as fait semblant d'aimer le mien. » Cette phrase me frappa plus fort que je ne l'aurais admis. La tension sexuelle qui nous avait liés s'était évaporée pour laisser place à une vérité nue. Le luxe isole. Mais je ne sciais pas. Je me levai,
ajustant mon collier d'émeraude. La solitude dans un penthouse est préférable à la camaraderie dans une cellule, Ismaël. Adieu. Je passai ensuite devant la cellule de son père. Le chief Otunba était assis sur son lit de fer, le regard vide. Il ne me vit même pas. Le grand lion du Nigeria était devenu une carcasse. En sortant de la prison, je retrouvai ma limousine noire. Le luxe m'enveloppa à nouveau comme une armure nécessaire. Je demandai au chauffeur de m'emmener directement à l'aéroport. Je voulais quitter Lagos. Cette ville m'avait tout donné, mais elle m'avait aussi montré la noirceur dont l'homme est capable quand il possède tout. Mon jet décolla au crépuscule, survolant les lumières de la ville. J'étais la reine d'un empire bâti sur des ruines, et pour la première fois, je me demandais si le prix de la vengeance n'était pas, finalement, de devenir exactement comme ceux que l'on a combattus. Le retour à Abidjan fut triomphal. La ville, perle des lagunes, semblait m'attendre. J'organisai une réception au sommet de ma nouvelle tour au plateau. Ce n'était pas un mariage, c'était un sacre. J'avais invité les plus grandes fortunes de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. La terrasse était une jungle luxuriante suspendue entre ciel et lagune, saturée de fleurs exotiques et de musique jazz feutrée. Ma mère était à mes côtés, rayonnante dans une robe de brocart dorée. Elle regardait la foule avec une sérénité que je lui enviais. « Tu l'as fait, Adessoa », murmura-t-elle en serrant ma main. « Mais n'oublie pas d'où nous venons. » C'est impossible d'oublier, maman. C'est ce qui donne du goût au champagne. Je m'avançai vers le garde-corps en verre. À mes pieds, la lagune ébrillée scintillait sous la lune. Le luxe de cette soirée, les robes à 10 millions de francs CFA, les bijoux, les sourires de façade, tout cela me paraissait soudainement très fragile. J'étais devenue la femme la plus riche de la région, mais je voyais désormais les fils invisibles qui reliaient tout ce monde. La peur, l'ambition, le désir. Je levai ma coupe vers l'horizon. J'avais vengé le passé, j'avais construit un futur. Mais en regardant mon reflet dans la vitre, je vis une femme que je ne connaissais pas encore tout à fait. Une femme puissante, redoutable, mais dont le cœur était devenu un coffre-fort bien gardé. Le luxe était ma nouvelle demeure et la trahison ma leçon de vie. L'histoire d'Adessoa Diop, devenue la reine au Congo, allait alimenter les légendes urbaines d'Afrique de l'Ouest pendant des décennies. Les jeunes filles d'Adjamé et de Mouchine regarderaient vers mes tours de verre avec espoir et crainte. J'avais prouvé que l'on peut naître dans la poussière et finir dans les nuages, à condition d'avoir le courage de devenir une prédatrice. La fête continua tard dans la nuit, mais je m'éclipsai tôt. Seule dans mon bureau, je regardais le dossier d'un nouvel investissement à Luanda. Le jeu ne s'arrêtait jamais. Le luxe était ma drogue et j'étais devenue ma propre fournisseuse. Je fermais les yeux, sentant le silence de la tour m'envelopper. La vengeance était accomplie. Maintenant, il me restait à régner. Le silence qui suivit la fête au plateau était plus assourdissant que les acclamations des 2000 invités de Banana Island. Je me tenais seule dans mon bureau de verre, surplombant une Abidjan Army. Sur mon bureau en ébène massif, un seul dossier restait ouvert. L'inventaire complet des biens saisis aux Okonkwo. Ce n'étaient plus des chiffres pour moi, c'étaient les trophées d'une guerre invisible que j'avais menée dans les alcôves du luxe. Je fis glisser mes doigts sur le cuir du dossier. J'avais tout. Les puits de pétrole au large du Nigeria, les complexes immobiliers à Luanda et les parts majoritaires dans les ports de Libreville. Le luxe n'était plus un rêve lointain ou un appât sexy, c'était ma réalité quotidienne, une prison dorée dont j'avais moi-même forgé les barreaux. Je pensais que la vengeance m'apporterait la paix, mais elle ne m'avait apporté que le pouvoir. Et le pouvoir, sur ce continent, est une bête assoiffée qu'il faut nourrir chaque matin. Je repensais à Ismaël, hurlant derrière sa vitre blindée à Lagos. Sa chute n'était pas seulement financière, elle était morale. Il avait perdu le droit d'exister dans ce monde de privilèges où l'image est tout. Moi, j'avais appris à manipuler cette image comme une arme de précision. J'avais utilisé ma beauté et l'attention sexuelle pour infiltrer leur forteresse, et maintenant, j'en étais la gardienne. Je me versai un verre de vin rare, regardant mon reflet dans la vitre. La robe de mariée rouge sang était rangée dans un coffre, mais son souvenir brûlait encore dans mon esprit. J'étais devenue la veuve noire de la finance, celle que l'on courtise avec crainte, celle dont on murmure le nom dans les salons de Nairobi et de Johannesburg. Le lendemain, je décidai de marquer mon territoire de manière indélébile. J'ordonnai le rachat immédiat du manoir des ambassades à Cocody, une propriété légendaire qui avait appartenu à un ancien dignitaire. Je voulais que ma mère y vive, entourée du luxe que Chief Otunba lui avait volé 20 ans plus tôt. C'était mon acte de rédemption finale. Je me rendis sur place pour superviser les travaux. Les ouvriers s'activaient sous le soleil de midi, transformant ce vestige du passé en un palais ultramoderne. En marchant dans le jardin luxuriant, je reçus un appel de mon banquier à Genève. « Madame, les transferts de Lagos sont terminés.
Vous êtes désormais officiellement parmi les 10 femmes les plus riches du continent. Je ne ressentis aucun frisson, juste une confirmation. Le luxe est une suite logique de la stratégie, pas une fin en soi. Soudain, une jeune femme, une stagiaire de l'entreprise de rénovation, s'approcha de moi avec hésitation. Elle me regardait avec une telle admiration que cela me troubla. « Madame Adessois, vous êtes mon modèle. On dit que vous avez renversé des géants pour arriver ici. » Je la regardais, voyant en elle la petite fille d'Adjamé que j'étais. Je touchai mes émeraudes, puis je lui souris, un sourire qui ne montrait pas mes dents. « N'essaie pas de renverser les géants, ma petite. Apprends à devenir le terrain sur lequel ils marchent. Le luxe est un langage. Apprends à le parler sans accent, et le monde sera à tes pieds. » Je la laissai là, interdite. En montant dans ma berline de fonction, je savais que ma légende était en marche. J'avais saturé l'espace médiatique de mon histoire, transformant un crime financier en une épopée de justice sociale. C'était là mon coup de maître, avoir rendu le luxe moral aux yeux du public, tout en restant la prédatrice la plus efficace de la lagune. Abidjan n'était que le début. Mon empire s'étendrait bientôt sur tout le golfe de Guinée. Le soir de mon installation officielle dans la nouvelle holding à Abidjan, j'organisais un dîner très privé sur un yacht amarré devant le Sofitel Ivoire. Ce n'était pas la foule de Lagos, c'était l'élite absolue. Une douzaine de personnes capables de changer le destin d'un pays d'un simple hochement de tête. L'ambiance était feutrée, s'attirait de tensions érotiques et de pouvoirs silencieux. On servait du homard bleu et des vins dont chaque bouteille valait le salaire annuel d'un cadre moyen. Je portais une robe en mailles de métal doré, liquide sur mon corps, bougeant avec moi comme une seconde peau. J'étais le centre de gravité de cette table. Chaque homme présent espérait devenir le nouveau chief, mais aucun n'osait franchir la distance que j'avais instaurée. À la reine d'ébène porta un toast un magnat de l'or venu de Ouagadougou, puisse son règne être aussi brillant que ses bijoux. Je trinquais avec eux, mais mes yeux cherchaient l'obscurité de la lagune. J'avais réussi. Ma mère était en sécurité, mes ennemis étaient en cage, et mon nom était gravé dans l'or. Mais en reposant mon verre, je sentis cette petite pointe de froid au cœur. Le luxe ultime, c'est de n'avoir plus rien à désirer. Je quittai la table pour aller à l'avant du yacht. L'air marin d'Abidjan le fouettait le visage. J'avais utilisé le sax, le luxe et la trahison pour monter l'escalier. Et maintenant que j'étais en haut, je réalisais que la vue est magnifique, mais l'air y est rare. J'étais adossue à Diop Okonkwo, la femme qui avait transformé un mariage interdit en une révolution financière. L'Afrique me regardait et je lui rendais son regard, fier, indomptable et éternellement riche. Le jeu était terminé. La vipère était devenue la lionne et le luxe était son territoire sacré. Je fermais les yeux, écoutant le clapotis de l'eau contre la coque, prête à régner sur un empire qui ne dormirait jamais.